Merci d'être resté avec nous pour ce magazine Céninfo. Au sommaire, la France va-t-elle cultiver du maïs OGM? Les agriculteurs en ont juridiquement le droit. Le texte qui devait l'interdire a été rejeté la semaine dernière au Sénat. Mais avant, la loi littorale de 1986, censée protéger nos côtes. Quasiment 30 ans après, un rapport sénatorial en dresse le bilan. Sur le terrain, associations de défense et maires critiquent un texte juridiquement très flou. Tour d'horizon dans la Manche avec Michael Spitzberg. Leurs armes, une carte, une parfaite connaissance de la région et de la loi littorale. Delphine et Marcel sont des sentinelles de l'environnement. Membres de l'association Manche Nature, ils veillent à la préservation du milieu naturel. On détruit le milieu. On détruit les milieux. Et sur la plage de Gouville-sur-Mer, Marcel ne peut que constater les dégâts causés par cette rampe destinée aux conchiliculteurs et construite dans les années 70. Cette construction a perturbé énormément les mouvements dus au vent, à la mer. Et le sable qui, transporté donc par ces éléments, bute sur la cale. Donc après, on est obligé, effectivement, du fait du dégraissement, le vent emporte le sable. Donc ils remblayent, ils mettent des sacs de sable pour que la mer frappe sur ces sacs de sable et ne fasse pas descendre justement le reste de la dune qui en reste, puisqu'on voit bien qu'elle a été attaquée tout le long. Mécaniquement, donc si vous voulez, l'homme a perturbé complètement ce trait de côte. Une erreur qui ne doit pas se reproduire. L'association surveille aujourd'hui chaque nouveau projet d'aménagement et livre combat sur chaque parcelle de terre, comme ici, où ils se sont opposés à l'extension du camping communal. L'homme est venu effectivement dégrader ce milieu avec là l'aménagement du camping actuel fait de mobil-home et qu'on veut encore continuer à venir s'étendre. Ça, on s'y est opposé parce que là on a l'impression que c'est un milieu monotone alors qu'en réalité c'est bien un milieu dunaire particulier avec une végétation particulière et qui abrite plus d'une centaine d'espèces. Une victoire obtenue au tribunal au nom de la loi littorale et qui désole le maire de Gouville-sur-Mer. Donc pour le camping, le fait que l'on soit implanté entre deux zones naturelles, le tribunal administratif, du fait de la loi littorale, vient de nous refuser l'augmentation limitée de la superficie de notre camping, ce qui nous fait 40 000 € en gros de pertes par an. Mais ces problèmes ne s'arrêtent pas là. Avec la loi littorale, ce sont tous ces projets d'urbanisation et de construction qui se transforment en casse-tête. Nous sommes sur un terrain où il était prévu un lotissement d'une dizaine de maisons. Cette dizaine de maisons, eh bien, elle a été agréée par la DDTM tout d'abord. Ensuite, Manche Nature nous a mis au tribunal à Caen et à Caen nous avons gagné. Et ensuite, eh bien, comme Manche Nature est perdu à Caen, ils ont rattaqué à Nantes. Et Nantes a considéré qu'on était dans un espace avec coupure d'urbanisation, alors qu'ici, il suffit de regarder ici, là. Vous voyez, on est au milieu d'un espace bâti. Hein, il y a des bâtiments tout autour de nous, On a vraiment des difficultés à lire la loi. Votée à l'unanimité en 1986, la loi littorale était censée équilibrer le développement économique et la protection de l'environnement. 30 ans plus tard, sous la pression des associations écologiques et son interprétation élastique selon les régions, la loi littorale est devenue un dédale administratif à aménager, selon Jean Bizet, qui a coécrit un rapport sénatorial en ce sens. La définition d'un village, d'un hameau, d'une extension de l'urbanisation, de la densité de l'urbanisation, eh bien, elle est différente dans des départements tels que la Manche, tels que la Bretagne, dans les régions telles que la Bretagne, que dans la région PACA ou en Corse. Nous voulons inscrire dans la loi la possibilité pour les élus locaux de participer à la création d'une charte régionale d'aménagement du littoral, sous le contrôle précisément du Conseil national de la mer et du littoral. Le sénateur espère maintenant que les recommandations du rapport seront reprises dans la loi consacrant l'acte 3 de la décentralisation, qui devrait être votée en fin d'année. D'ici mars-avril, s'ils se fournissent à l'étranger, les agriculteurs français pro-OGM pourraient, en théorie, légalement cultiver du maïs transgénique, le Mont 810 de l'américain Monsanto. La proposition de loi qui visait à l'interdire a été rejetée au Sénat la semaine dernière par le RDSE et l'UMP, un revers pour le gouvernement LPS. Le ministre de l'Agriculture promet un arrêté d'interdiction d'ici là, mais cette base juridique reste fragile. Explication avec Sylvain Pierrot. Jacques Porcher est céréalier depuis 33 ans. Dans les Yvelines, il cultive 90 hectares, dont un tiers pour le seul maïs. La question OGM, lui, l'a tranché au début des années 90. Après avoir hésité, il en est devenu un farouche opposant.
s'est aperçu que ça servait à rien, quoi. Au contraire, bien au contraire, que ça allait provoquer une surconsommation de pesticides, que ce soit herbicides, insecticides et compagnie. Les OGM, le danger, il est le même qu'avec les pesticides. Pour moi, c'est tous nos enfants, puisqu'on utilisera plus de pesticides, ça entame des maladies irréversibles. C'est grave, quoi, c'est grave. Jusqu'à présent, un moratoire interdisait toute culture OGM en France, mais il a été annulé par le Conseil d'État. La proposition de loi du PS et du gouvernement rejetée le 17 février dernier devait combler ce vide juridique, mais c'est raté. J'ai ressenti plus un vote droite-gauche qu'un vote de conscience d'élus et d'humains. Car le résultat du vote a été une surprise. Alors que beaucoup s'attendaient à l'interdiction du maïs OGM, par 171 voix contre 169, la Haute Assemblée a adopté une motion d'irrecevabilité de la proposition de loi. Un succès pour le sénateur UMP de la Manche Jean Bizet qui milite pour une nouvelle approche dans le dossier des OGM. Depuis 15 ans, nous ne parvenons pas à avoir un débat serein sur le sujet parce qu'il y a confusion des genres. Ce n'est pas au Parlement d'émettre des avis ou de remplacer les scientifiques. Le sénateur pointe d'ailleurs l'ambiguïté de la situation. On empêche les agriculteurs français d'acquérir ces modernités, d'acquérir, si vous voulez, davantage de compétitivité, mais on importe au quotidien 80% de nos besoins sur ces mêmes protéines. On interdit aux mêmes agriculteurs de les produire, mais on les importe. À l'échelle européenne, seul le maïs OGM MON 810 de Monsanto est cultivé. Un autre du groupe Pionnier pourrait être autorisé. Alain Fauconnier, le sénateur qui avait porté la proposition de loi pour leur interdiction en France, pointe ce risque, tout en se défendant d'être contre les biotechnologies. Il y a une génération d'OGM aujourd'hui, il y a des études qui sont faites sur ce genre de plantes génétiquement modifiées qui, on entend, vont permettre de résister à la sécheresse, à l'eau salée, à des tas de sujets de cette nature, donc qui peuvent avoir un effet pertinent pour l'humanité. Mais on n'est pas sur ce sujet-là, on est sur des produits contestés, contestables, sur lesquels on estime qu'il n'y a pas eu l'expertise nécessaire, suffisante, et qui produisent quand même des produits que personne ne veut. Ce rejet du Sénat n'entame pas pour autant la détermination du gouvernement. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a annoncé qu'il allait prendre un nouvel arrêté contre la culture du maïs MON 810. En parallèle, l'Assemblée nationale va reprendre une proposition de loi d'interdiction similaire qui devrait revenir devant le Sénat. Enfin, la France souhaite proposer à ses partenaires européens un nouveau cadre d'autorisation qui permettrait à chaque État de décider si oui ou non il permet la culture d'OGM. Et maintenant, ce livre d'Alexandre Adler, Quand les Français faisaient l'histoire chez Grasset. Selon l'auteur, les grandes figures de la résistance n'ont pas su ou n'ont pas voulu prendre le pouvoir après la guerre en 1946, de Gaulle en tête. Il aura fallu attendre 1958 et le retour du général pour leur redonner une place pendant une dizaine d'années, à l'image de Malraux-la-Culture, ou par exemple Jacques Monod, chef de résistance fer à la tête de la SNCF. Mais jamais le principe unificateur de la résistance ne donnera naissance à un grand mouvement politique composé, comme à l'époque, de communistes, radicaux, socialistes et gens de droite, capables de changer le pays. L'esprit de sacrifice des élus et des Français n'aurait pas perduré dans le temps, à l'image des deux héros, Pierre Brossolette et Jean Moulin, qui étaient opposés idéologiquement, mais s'ils avaient survécu, ils auraient certainement changé la France. Nous sommes tous leurs orphelins, écrit l'auteur. Deux héros qui devraient se retrouver en Panthéon sur décision de François Hollande. Pierre Brossolette, qui a préféré se suicider plutôt que de dénoncer les siens, va y rejoindre Jean Moulin, le chef de la résistance. On arrive à la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Pour le Sénat, on se retrouve en direct jeudi prochain, 14h55, pour les questions au gouvernement. L'Assemblée, ce sera dès mardi, même heure, avec Agnès Portiello. D'ici là, bon après-midi sur France 3.